On va parler DSA, comment les plateformes intègrent les nouvelles obligations et comment ça s'interprète avec la liberté d'expression. On en parle tout de suite avec mon invité, Caroline Lianaz, associée chez Eversheds Sutherland Paris. Caroline, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va voir que le DSA a eu un impact concret sur les obligations des plateformes et on va s'intéresser aux premières décisions post-DSA. Tout d'abord, quelles sont-elles? Quelles sont les premières tendances de ces décisions? Alors les premières tendances, ça s'inscrit plutôt dans une approche de continuité que de rupture, à vrai dire. Le DSA, c'est un règlement de 2022 qui est entré en application en 2024. Il vient modifier et moderniser la directive commerce électronique qui était la précédente réglementation de 2000, mais il en garde les deux grands principes. Et ces principes, c'est une absence de surveillance générale des contenus. Donc, c'est-à-dire qu'un hébergeur n'est pas censé surveiller ce qui se passe sur sa plateforme. Il n'en a d'ailleurs pas la capacité technique. Et le deuxième grand principe, c'est une responsabilité conditionnée à la connaissance d'un contenu illicite. Donc, c'est-à-dire qu'un hébergeur ne va être tenu responsable que si il a été notifié d'un contenu illicite et qui n'a pas retiré dans les temps ce contenu illicite. Il y a une réserve d'interprétation qui est importante, qui est le contenu manifestement illicite. Donc, c'est-à-dire qu'un hébergeur n'est pas tenu de retirer absolument tous les contenus qui lui sont notifiés et qui sont prétendus comme illicites, mais seulement les contenus manifestement illicites, donc c'est-à-dire les contenus qui posent vraiment problème, dont l'illicéité est manifeste, où il n'y a pas vraiment de doute sur cette illicéité. On n'est pas dans de la diffamation ou de dénigrement, mais on est potentiellement dans des contenus insultants, de l'apologie contre le terrorisme, etc. Et les premières décisions d'ISA, elles viennent rappeler ça et cette limite entre la liberté d'expression et la censure. D'accord, donc il y a une articulation qui doit avoir entre les obligations des plateformes et cette liberté d'expression, hein, pour éviter toute censure abusive qui pourrait y avoir. Exactement. L'idée, c'est vraiment que les hébergeurs ne doivent pas être juges du contenu qui transite sur leur plateforme. C'est-à-dire qu'ils ont des obligations. Ils ont notamment des obligations de retrait. Ils ont des obligations de modération du contenu. Mais ils ne doivent pas se transformer en censeurs, notamment en censeurs privés, parce que ce qu'on veut éviter, c'est l'autocensure. Et on veut vraiment qu'il y ait cette liberté d'expression qui soit préservée et qu'il y ait une balance qui soit faite entre, bien sûr, les contenus manifestement illicites et la liberté d'expression. Alors, on va revenir sur les premières décisions post-DSA. En quoi elles illustrent la continuité dont vous avez parlé tout à l'heure? Alors, une des premières décisions qui a été rendue sous l'égide du DSS, c'est une décision qui est rendue contre TikTok. Donc, c'était une société de soins esthétiques qui avait assigné TikTok en sa qualité d'hébergeur en lui demandant le retrait d'une vidéo faite par une influenceuse, une TikTokeuse, qui critiquait l'institut dans lequel elle était allée faire son soin. La société prétendait que c'était une pratique commerciale trompeuse. Elle avait d'ailleurs déposé une plainte pénale à cet égard et que c'était constitutif de dénigrement. Et le juge vient nous dire non, je ne vais pas ordonner le retrait de la vidéo litigieuse, étant donné que il y a une plainte pénale, certes, mais ça ne présage en rien de ce qui va être décidé in fine sur l'initialité du contenu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le côté dénigrement, c'est-à-dire que la TikTokeuse critique l'Institut de soins, elle critique les soins qu'elle a reçus là-bas, mais ça reste une critique mesurée, raisonnable, qui ne dégénère pas en un abus de la liberté d'expression et en un dénigrement. Donc on est vraiment dans une évaluation au cas par cas par le juge de où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce que c'est du D'accord. dénigrement? Est-ce que c'est de la diffamation? Ou est-ce que c'est juste l'expression d'une opinion qui, certes, est une expression négative et mécontente des soins qu'elle a reçus, mais qui reste dans les limites de la liberté d'expression? Alors, quels critères le juge il utilise? Alors, le juge qui l'utilise comme critère, c'est le critère du manifestement illicite. C'est-à-dire que ce qu'on voit depuis la LCEN, donc la LCEN, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Elle existe dans le paysage législatif français depuis 2004. Elle vient transposer la directive e-commerce dont on a parlé, donc le prédécesseur du DSA. Et cette LCEN, elle reprenait ce principe de responsabilité limitée au contenu illicite. Et lors de la promulgation de la loi, de cette LCEN, le Conseil constitutionnel avait émis une réserve d'interprétation assez importante. Il avait dit justement que la responsabilité, elle est limitée
aux contenus manifestement illicites qui n'auraient pas été retirés après qu'ils aient été signalés. Et vraiment, ce sujet de manifestement, il est vraiment au cœur de la jurisprudence LCEN et maintenant d'ISA, c'est-à-dire qu'on a vraiment une évaluation au cas par cas, mais le curseur, c'est un petit peu, est-ce que cette illicéité est évidente? D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez un contenu diffamant ou un contenu dénigrant, peut y avoir une discussion sur est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est excessif? Par exemple, en matière de diffamation, c'est une infraction de presse, il y a l'exception de vérité, il y a l'excuse de bonne foi. Donc tout ça, c'est des choses dont on peut discuter, que bien sûr un hébergeur ne peut pas faire. Il ne peut pas faire une analyse légale comme le ferait un juge à chaque fois qu'il reçoit une notification LCEN de demande de retrait. Donc, on se limite au contenu manifestement illicite où il n'y a pas de doute sur l'illicéité, comme par exemple des contenus outrageants, typiquement des insultes, ou des contenus D'accord. franchement illicites, apologie du terrorisme, etc. Donc, il faut que ce soit vraiment évident. Il faut vraiment que ce soit évident et c'est vraiment, ça s'inscrit finalement dans la droite ligne des infractions de presse et l'évaluation de la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'un abus? Qu'est-ce qu'il n'est pas un abus? Et le juge va vraiment faire une appréciation in concreto. Et ce qui est assez rassurant des premières décisions post-DSA, c'est qu'on voit que le juge continue à faire cette évaluation. Le DSA ne reprend pas le critère justement du manifestement illicite dans le corps du texte par D'accord. rapport aux obligations de retrait de l'hébergeur. Il le reprend dans quelques considérants, mais il ne le détaille pas dans les obligations de l'hébergeur. Donc la question était un petit peu de savoir si le juge allait finalement un peu s'engouffrer dans la brèche, s'asseoir un petit peu sur ce critère jurisprudentiel qui avait été dégagé par les juridictions françaises à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Et la réponse est non. Le juge reste dans la droite lignée de sa jurisprudence précédente et garde cette évaluation finalement très juridique d'évaluation des contenus qui transitent sur les services en ligne. Donc, ce contrôle de proportionnalité reste central pour vous et ça va être une tendance de fond qui se dégage, enfin, qui continue de se dégager. A priori, il n'y a pas de raison que ça change, étant donné qu'on a eu la directive e-commerce, on a eu la LCEN et maintenant on a le DSA. Il y a quand même cette volonté vraisemblable des juges de rester très juridique dans leur appréciation des contenus, de tempérer un peu les ardeurs des plaignants qui voudraient faire retirer des contenus qui leur portent préjudice parce que ils ne sont pas très contents de ce qui se transite, de ce qui porte sur eux chez les plateformes, mais ça ne veut pas dire que tout va être retiré. Pour finir, est-ce qu'on a une clarification du rôle des plateformes avec ces décisions? Alors, je ne dirais pas une clarification parce que c'est dans la droite lignée, mais on a certainement une consolidation de la jurisprudence ancienne. Il y a toute la jurisprudence TikTok, par exemple, dont je vous parlais, a été rendue par le TJ de Paris, et notamment sa troisième chambre, qui est spécialisée sur ces affaires LCEN, article 6.3, procédure accélérée au fond, etc. Donc, c'est vraiment son dada, entre guillemets. Et donc, je pense qu'elle va continuer à insuffler un petit peu cette dynamique et donc consolider cette jurisprudence ancienne à ce sujet. Bon, on va observer ça de près. Exactement. Merci Caroline Liana. Merci, Je rappelle Arnaud. que vous êtes associée chez Evershed Sutherland. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler d'un autre sujet important pour les entreprises. On va parler congés payés et décompte des heures supplémentaires.